Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveaux chapitres de Boruto, chapitres 26 à 28. Et ce qui est bien, c'est que ça parle de la même chose finalement, de Kawaki et de sa relation bien sûr avec Naruto Boruto, un petit peu de son passé. Et puis à la fin du chapitre 28, on a quand même l'arrivée de Kara à Konoha. Et ça, c'est intéressant. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait, qui est un nouveau concept sur la chaîne. C'est le concept On en parle. J'ai commencé avec Black Clover et je compte le répéter avec d'autres œuvres. Si tu veux vraiment m'aider, il n'y a qu'une chose à faire. Tu connais YouTube, tu sais comment ça marche, tu likes, tu partages et tu t'abonnes si tu aimes les vidéos. Donc je t'invite vraiment à aller voir celle de Black Clover parce que j'ai vraiment bossé dessus comme un ouf. C'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, on attaque Boruto, les chapitres. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo sur Boruto et notamment sur les chapitres. Et là, il y a 3 chapitres à résumer en une vidéo. Donc je vais essayer vraiment de parler des choses importantes. Mais on peut voir qu'il y a eu 2 ou 3 petites choses, moi, qui me chagrinent par rapport à l'organisation Kara en globalité, et du coup ça implique Jigen, ça implique Kawaki et tous les membres de l'organisation, et y compris Kashin Koji, mais j'ai mon avis là-dessus et je compte bien vous en faire part. Donc chronologiquement, à l'arrivée de Kawaki à Konoha, il s'est réveillé auprès de Naruto et on a vu qu'il a eu des souvenirs de son enfance. Donc on l'a vu petit, on a pu enfin voir dans le chapitre 26 la tête d'Amado. On a pu voir qu'il n'avait pas de caractéristiques, de signes particuliers sur le visage, comme pouvaient avoir tous les autres membres de l'organisation. Il a l'air d'être un membre interne, puisqu'il est lié aux expériences de Jigen, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans le cercle fermé interne de Kara, pas comme Ao ou Garou qui étaient des externes, et on peut dire quand même que c'est assez bizarre qu'il n'ait pas de signe distinctif étant donné que c'est un interne de Kara. Donc voilà. Est-ce qu'il agit simplement en tant que scientifique, qu'il a son propre intérêt à aider Kara? Moi je pense que oui. Je pense que c'est un scientifique qui a son propre intérêt d'aider Kara pour repousser sans arrêt les limites de l'évolution humaine. Bref, tout du moins ça ce n'est que mon point de vue. Dans tous les cas, Jigen présente du coup Kawaki à Amado, et donc Kawaki a eu des paroles de la part de Jigen qui étaient quand même très intéressante. Jigen lui a dit: si tu acceptes que je sois ton père, tu ne seras plus vide à l'intérieur de toi. Jigen est la 3e personne à dire à Kawaki qu'il est vide à l'intérieur de lui. La première était le père de Kawaki qui l'avait dit à Jigen. Garo avait dit également à Kawaki quand il l'avait affronté, il lui avait dit: tu fais le dur mais à l'intérieur de toi t'es vide. Et Jigen est la 3e personne à lui dire. Si on comprend pas que Kawaki est un réceptacle, je pense qu'on comprendra jamais. Et quand on avait vu le laboratoire, quand Jigen avait amené Kawaki, on pouvait voir des poches qui étaient suspendues dans un espèce de grand abat-jour géant noir avec des tuyaux qui transperçaient ces poches, avec des enfants à l'intérieur qui étaient à moitié en train de stagner, un peu comme les Mitsuki dans le laboratoire de Orochimaru, et il y avait un espèce de liquide qui tombait dans un vase. Jusqu'à présent on savait pas trop ce qu'il allait faire, mais en tout cas il demandait à Kawaki s'il voulait bien être véritablement son père. Donc moi ce que j'en comprends à ce moment-là, et je reviens par rapport au chapitre 25, Katasuki avait dit que Kawaki avait été créé à partir de rien. Et on avait vu que Jigen dans le chapitre 23 ou 24, il avait recréé les choses avec son Kama. Enfin avec un pouvoir tout du moins. On sait pas si c'est le Kama mais avec un pouvoir. Je pense que Jigen a bien recréé Kawaki à la suite de ses expériences. Mais de toute manière on en reparlera un petit peu plus tard. Nous serons véritablement père et fils. Et ça c'est quand même très intéressant. Parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'est pas encore véritablement le père de Kawaki, il l'a juste acheté, finalement il lui appartient, mais c'est pas véritablement son père. Alors qu'il lui dit qu'ils deviendront véritablement père et fils, comme si qu'il avait créé lui-même Kawaki. Et dernière chose qu'il lui dit je t'offrirai un cadeau très spécial. Donc ça je pense qu'il parle du Kama, je vois pas de quoi il peut parler d'autre. Donc derrière, Kawaki se réveille sur la défensive, il est entouré de Konohamaru, Naruto et Shikamaru bien sûr l'arrête parce que Kawaki voulait déjà se faire la malle une première fois. Il est arrêté par Shikamaru par la prise d'ombre, et derrière Naruto se présente à lui. Et là il y a encore quelque chose qui me chagrine, ça fait partie des choses qui me font réfléchir de ouf. Naruto se présente en lui disant: je suis Naruto Uzumaki, le Hokage, tu peux me considérer comme le chef du village. Et Kawaki intérieurement se parle et se dit: le Hokage, il est le chef. Ça veut dire que Kawaki ne sait pas qui est le Hokage, il ne connaît même pas Naruto, il connaît même pas son nom, alors que c'est quand même le héros de la 4ème Grande Guerre Ninja, il a sauvé tout le monde entier, tout le monde le connaît, c'est le Hokage, le plus grand de tous les Hokage, entre guillemets, tout du moins c'est présenté comme ça dans le manga, et Kawaki ne le connaît pas. Kawaki ne sait même peut-être pas ce qu'est un Kage, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc déjà, ça c'est la première chose qui m'a vraiment intrigué quand j'ai lu le chapitre 26. Derrière, il y a une réunion de Kage, parce que Naruto, à la suite de ça, a dit à Shikamaru qu'il voulait rester avec Kawaki 24 heures sur 24, mais qu'il ne voulait pas l'enfermer dans une pièce pour pas qu'il sorte ou quoi que ce soit. Il voulait le laisser libre de ses mouvements, mais que Naruto soit un peu, son garde du corps. Le gars, il reste avec lui, tu bouges pas, tu restes avec moi, tu vois. Shikamaru était contre, mais en même temps, il a compris le principe de Naruto, il a compris que Naruto était lui-même un réceptacle et qu'il voulait pas qu'on l'enferme, et il
Sandaime n'avaient pas enfermé Naruto. Pendant la réunion des Kage, Katasuke fait un petit point sur les capacités de Kawaki et ce qu'ils ont découvert, et bien sûr le Sokama, et ils disent que justement t'as le Raikage qui dit à Naruto ton fils possède la même marque. Et justement Naruto dit bah en plus de le garder avec moi et que je reste avec lui 24 heures sur 24 et il bougera pas, bah ça permettrait peut-être le fait qu'il soit avec Boruto qui a la même marque que lui, bah qu'il se rapproche et qu'il se délivre un peu, qu'il parle un peu plus. Et ça a été plutôt une bonne stratégie. Kawaki du coup essaye de se faire la malle une deuxième fois en compagnie de Naruto quand Naruto essaye de le raccompagner chez lui. Naruto l'a calmé, il l'a bon, si tu veux faire de l'exercice, bah dis-toi bien que ça c'est pas assez, tu vas me suivre, on va aller chez moi, tu vois. Il arrive chez Naruto, on lui propose un thé tranquillement, le mec il se met bien. Et au final, Kawaki dit voilà, c'est quoi, pourquoi tu me fais venir, c'est quoi le problème? En fait, c'est qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, je t'ai déjà donné toutes les infos, j'ai pas d'informations. Naruto lui explique que il peut peut-être protéger Kawaki de l'organisation. Kawaki lui dit donc en fait je suis un appât pour toi. Kawaki réfléchissait à un système pour partir, il a vu qu'il y avait Himawari dans le couloir et Naruto et Hinata, et Boruto allait pas tarder à rentrer, mais ça Kawaki ne savait pas que Boruto était le fils de Naruto. Il a balancé la table, il a pété le vase qu'Himawari avait offert à sa mère. Donc un vase qui tenait énormément à Himawari puisqu'elle avait mis, comme quand t'offres quelque chose à quelqu'un, ça te fait plaisir de l'offrir, et surtout parce qu'elle aime sa mère. Kawaki en essayant de partir s'est fait calmer mais refroidir net par Naruto en lui faisant un petit regard en mode badass, tu vas rester ici ou c'est moi qui vais te calmer. Et Kawaki s'est dit à ce moment-là, quelle puissance, il est peut-être plus fort que Jigen. Alors il a dit déjà, peut-être, ça veut pas dire qu'il est plus fort. Deuxième chose, ce n'est pas parce que Naruto a un chakra très puissant, une aura très puissante, qu'il sera forcément vainqueur d'un combat contre Jigen, parce que peut-être que Jigen a des capacités que Naruto ne peut pas parer, ne peut pas contrer, tu vois. C'est aussi la technique et la manière dont tu utilises tes capacités. Donc voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire par rapport à ça. Et là, Boruto arrive et s'aperçoit que Kawaki est là déjà, donc il faut lui expliquer pourquoi il est là, donc il va vivre chez les Uzumaki pendant quelques temps, et en plus de ça, il a pété le vase d'Himawari. Là, Boruto, tu sais pas pourquoi, il s'énerve, non mais t'es vraiment qu'un parasite, comment tu vas faire pour réparer ça, etc. Ils me font délirer, j'aime bien cette rivalité entre les deux, je trouve que c'est très bien fait. Et en plus de ça, j'ai l'impression que Kawaki est exactement comme Boruto voudrait être. Boruto voudrait être un ninja comme Sasuke, un mec un peu badass, un peu bad guy, qui est tout seul, où on lui donne pas d'ordre, on lui donne pas de consignes, tu vois, un peu autonome, le ninja de l'ombre, tu vois, un peu mauvais garçon. Et au final, bah Kawaki est exactement comme ça. Ensuite, on passe au chapitre 27 où on voit que Naruto est aux toilettes et les deux gars, Kawaki et Boruto, voulaient les pisser en même temps. Et là, t'as un conflit de chiottes. Donc ça m'a bien fait taper des barres, juste un conflit de toilettes. Naruto leur dit d'aller pisser derrière la barrière, derrière la maison. Mais les mecs, ils cherchent pas à comprendre, hein. Quand ils se battent avec les Sokama direct. Tu vois que les Sokama ils montent et tout, ils sont chauds bouillants. Et en fait, bah Naruto intervient. Naruto intervient de ses chiottes avec un Kagebunshin et ça c'est plutôt assez... Ça m'a plutôt bien fait rigoler, tu vois. Boruto en a vraiment après Kawaki par rapport notamment au vase. Il est resté là-dessus. C'est peut-être un prétexte de merde, mais au final, Boruto, je pense qu'il a compris à la manière de Naruto. Vous savez, Naruto, il avait cette espèce d'instinct, cette espèce de pouvoir où quand il rencontrait quelqu'un, fallait tout le temps qu'il sache qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec cette personne. Tu as quelque chose intérieurement qui n'allait pas avec lui. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un dans un nouvel arc, il rencontrait une personne qui avait un problème au final. Et souvent, il s'embrouillait avec lui avant d'être ami avec lui. Tu vois un petit peu le principe? Et ben j'ai l'impression un peu que Boruto a décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en Kawaki. Intérieurement, je parle, sentimentalement parlant. Après la castagne, Kawaki retourne vers Boruto et il lui pose la question comment Boruto a eu son sceau. Donc Boruto lui explique qu'il a vaincu un Momoshiki, un Otsutsuki Momoshiki, et que depuis il a eu ce sceau. Et Boruto lui dit et toi comment tu l'as eu? Et là on a une nouvelle phase de souvenir de Kawaki qui explique à Boruto comment il l'a eu. En fait, il expliquait qu'il était dans une poche avec des enfants qui étaient dans les poches, et il y avait des poches qui étaient toutes noires. Et quand il s'est réveillé, alors déjà, un truc qui est important à relever, c'est que Kawaki est le seul qui ouvre les yeux pendant que les autres sont à moitié en période de stase ou à moitié endormis. C'est le seul qui se réveille malgré qu'il est dans la poche. Donc déjà, ça c'est intéressant. Il restait 3 enfants, et on voit que Jigen fait monter tout son seau complet sur le corps, met son bras à l'intérieur du vase et transmet le kama. On voit que le liquide noirci monte dans la poche et transmet le kama à un enfant. Cet enfant-là, en fait, meurt à la suite je sais pas, des souffrances ou de ce qu'il a eu. On ne sait pas vraiment comment il meurt. On voit que le seau le prend tout entier et d'un seul coup, paf, il meurt. Et Kawaki du coup est terrorisé à l'intérieur de la poche. Faut imaginer que Kawaki est petit, qu'il a eu une enfance de merde, il est à l'intérieur d'une poche dans un laboratoire avec un fou en train de faire des expériences. C'est vraiment traumatisant quoi. Et du coup Kawaki dit à Boruto qu'il aurait préféré mourir ce jour-là, puisqu'en fait il voyait les autres enfants mourir, il savait que ça allait être son tour, et quand le sceau l'a parcouru, il a perdu connaissance, et quand il s'est réveillé, il avait la marque sur sa main. Donc du coup Kawaki a été vraiment traumatisé, il aurait préféré mourir comme l'a dit, malgré que Boruto lui a dit t'as été sauvé, bah lui il dit non, j'aurais
j'aurais préféré mourir ce jour-là. Parce que ma vie était déjà un enfer avant, ça a continué d'être un enfer après. Pendant les souvenirs de Kawaki, une dernière chose que j'avais remarqué qui est très intéressante, qui est très importante, Amado dit, Jigen, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à faire des expériences parce que j'arrive plus à compter le nombre de morts, tu vois, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Jigen lui dit, retenez bien cette phrase, nous ne sommes pas comme toi, Amado, nous, les Kara, nous n'avons ni le temps, ni le choix, nous avons besoin d'un réceptacle. Cette phrase est hyper importante. Franchement, moi, cette phrase, elle m'a fait cogiter de ouf. C'est hyper important. Ils ont pas le temps, ils ont pas le choix, et il leur faut un réceptacle impérativement. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose autour de toutes les personnes qui possèdent cette marque, où ils ont vraiment pas le temps, ils ont pas le choix, ils sont obligés d'avoir le réceptacle. Donc, ça veut dire que maintenant, Boruto et Kawaki, surtout Boruto, est impliqué comme un Kara. Et ça, c'est très intéressant. À la suite de cette conversation, Kawaki y a été plutôt de manière assez franche en disant à Boruto, voilà, ça te barbe pas d'avoir cette marque, moi j'aimerais l'enlever, est-ce que toi t'as envie de l'enlever aussi? Si ça te va, associe-toi avec moi, on essaie de trouver des réponses pour pouvoir enlever cette marque. Faut savoir que dans le couloir, il y avait Naruto qui écoutait la conversation depuis le début. Et Boruto lui dit que effectivement il a bien envie d'enlever cette marque, qu'il est d'accord avec lui, qu'il aimerait bien l'enlever, mais ce qu'il aime pas chez Kawaki, c'est l'histoire du vase, le fait que justement il n'ait pas de sentiment, qu'il ne comprenne pas que ce vase a une importance, et il lui a dit comment tu vas faire pour réparer ça, et en gros tant que tu ne répareras pas ça, et ben je ne ferai rien avec toi. Donc Kawaki lui dit des sales gosses, d'ailleurs, quand Boruto est parti, il dit sale gosse. Naruto a entendu la conversation, il se rapproche de Kawaki, il lui dit voilà, laisse tomber pour le vase, c'est pas grave, Imawari, elle a déjà oublié, etc. Kawaki insiste et lui dit non, je vais lui racheter un vase, je vais lui trouver un nouveau vase. Sauf que pour Kawaki, il comptait lui racheter un simple vase. Vous comprenez un peu la symbolique? Il comptait lui acheter juste un vase quelconque. Tu rentres dans un truc, t'achètes un vase et tiens, je te donne un vase, parce que je t'en ai cassé un. Voilà. Il remplace l'objet, mais il ne comprend pas les sentiments qu'il y avait dans cet objet, et du coup la sincérité que cet objet avait pour Imawari envers sa mère. Et donc Boruto, lui, ça lui tient à cœur. On arrive du coup au chapitre 28, le dernier chapitre. Naruto emmène Kawaki en ville. Il croise Sarada devant un petit restaurateur qui vend des trucs à emporter. C'est un petit restaurateur qui vend en fait des produits que tu peux consommer comme ça, un peu comme t'as sur le marché, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant parce que les taiyaki font partie de la culture japonaise encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, petit moment de culture. Le taiyaki, signifiant littéralement dorade cuite, est un gâteau japonais en forme de poisson. La plupart du temps, il est fourré d'anko, une pâte de haricots rouges sucrés. D'autres garnitures sont possibles, incluant la crème pâtissière, la crème au chocolat ou encore la crème au fromage. Le taiyaki est fabriqué en utilisant la pâte à pancake ou à gaufre. La pâte est versée dans les deux parties d'un moule en forme de poisson. La garniture est ensuite mise d'un côté du moule, puis les deux parties sont refermées, pour ensuite finir cuit des deux côtés jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Le premier taiyaki a été cuit dans le magasin de Naniwaya, dans Azabu, à Tokyo, en 1909. On peut le retrouver actuellement partout au Japon, dans les supermarchés ou lors des festivals japonais. Après ce petit moment de culture que tu viens voir, oui, les taiyaki se vendent encore, ça a été commercialisé partout, au Japon tu en trouves un petit peu partout, et justement, Sarada qui prenait ça, Naruto lui dit tiens c'est une bonne idée, on va prendre un petit tanka. On va prendre un petit truc. Kawaki choisissant un. Kawaki comprenait pas parce qu'il venait juste de manger pas longtemps avant. Et Naruto lui explique que c'est un anka, c'est pour le plaisir en fait. Et Kawaki ne sait même pas ce qu'est un anka en fait. Kawaki choisit son parfum, il le mange, etc. Et sur la route en repartant, Sarada essaie de discuter avec lui en lui disant c'est bizarre que tu ne connaisses pas ce qu'est un taiyaki. Parce que pour elle, ça semblait normal et tout le monde connaît et tout le monde sait ce que c'est. Et lui il dit et puis alors ça fait quoi? En gros, Kawaki ne savait pas ce qu'était un taiyaki. Retenez bien cette info, c'est hyper important. Ensuite, Sarada lui dit tu peux me faire goûter? Elle dit non, il dit non, mais c'est le mien, pourquoi je te ferais goûter? Il est pas habitué à partager, il a pas de sentiment en fait avec les gens. Il s'est jamais rapproché vraiment de quelqu'un. Et c'est hyper important ça aussi par rapport à la symbolique des sentiments, de la sincérité, etc. Tout ça c'est lié en fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi tout ça c'est lié. Kawaki est agressif dans les paroles, comment il parle, etc. Et là il se fait bousculer par un enfant pendant qu'il était en train de manger son taiyaki. Il se fait bousculer par un enfant et là il commence à décupler son bras et vouloir attaquer l'enfant. Heureusement Naruto intervient en lui tenant le bras et Kawaki dit qu'il n'était pas sérieux, il ne voulait pas l'attaquer, il avait fait une blague, mais une blague genre vénère, tu vois, genre une blague que tu fais pas, tu vois. Et du coup, il dit à l'enfant, vous avez le droit de vous amuser, mais faites attention, le monde est plus dangereux, en gros, que vous ne le croyez, donc faites attention. Et sur la route, justement, Naruto s'est dit, putain, il a quand même été très agressif, tu vois, il est pas sociable du tout, tu vois. Tu le bouscules, il te tue, quoi, tu vois. C'est vraiment, s'il est difficile à maîtriser, difficile à contrôler, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire et penser. Donc Naruto doit être super vigilant par rapport à ça. Naruto a eu l'idée, en fait, d'emmener Kawaki auprès de la boutique d'Ino Yamanaka, qui est surveillée, qui justement fait partie de l'unité de détection, et d'ailleurs il lui fait un petit rappel, fais attention à l'unité de détection, étant donné que je suis avec Kawaki, ils vont certainement essayer de venir le chercher, donc je compte sur vous. Donc elle lui dit ok, pas de problème. Et en même temps, on savait qu'Ino elle avait une boutique de fleurs, donc elle vend des vases, et justement il lui dit tiens vas-y Kawaki, choisis un vase. Kawaki choisit un vase au hasard, le premier qu'il voit. Et Sarada lui dit non mais choisis le mieux que ça. Même Naruto lui dit essaye de matérialiser tes sentiments à travers ça pour montrer que t'es vraiment désolé et t'essayes de trouver un cadeau que tu as choisi toi, mais qui a vraiment une importance, une symbolique, quelque chose. Je reste quand même sur ce
ce vase parce que pour moi il va très bien avec la pièce, il a un beau design. Ino dit ouais t'as l'œil etc. Elle lui propose de mettre des fleurs, de lui offrir les fleurs qui vont dedans. Et quand elle lui propose d'offrir les fleurs, Kawaki est traumatisé. Il a ce rappel, il voit Jigen dans le fond du vase avec les gouttes qui lui rappellent les 3 tuyaux qui passaient dans la poche de sang et de l'expérience qu'il a subi. Et du coup il est traumatisé, il lâche le vase, il casse et Kawaki est vraiment apeuré comme un enfant en fait qui a peur. Et là t'as une magnifique scène où Naruto en fait le comprend qu'il a vécu un moment très difficile, qu'il est en plus le réceptacle de quelque chose, qu'il est poursuivi par une organisation. Il comprend en fait, et encore il ne sait même pas le véritable passé avec son père etc. Mais il comprend que Kawaki est finalement un enfant seul. Et Naruto aurait aimé que quelqu'un soit là comme le Sandaime l'a été pour lui. Du coup il va vers Kawaki, le tient dans ses bras en lui disant ne t'inquiète pas Kawaki, je suis là, tout va bien. Et Kawaki se sent apaisé par Naruto. Un peu comme ce qu'un père aurait fait justement à son enfant. Et je trouve que c'est très très beau comme symbolique. C'est vraiment très important. Au final, Ino avait un deuxième vase, elle remet le vase à Naruto et Kawaki. Et ils vont du coup retourner chez l'Uzumaki. Arrivé chez le Uzumaki, il croise finalement Boruto et Boruto est content. Il lui dit je suis content, merci de m'avoir offert ce vase. Mais il lui donne un tube de colle et lui dit mais moi voilà ma réponse. Il lui donne un tube de colle et il veut que Kawaki recolle le vase qu'il a pété parce que c'est ce vase là que Himawari a fait pour sa mère. Je pense que Boruto veut aller encore plus loin dans le raisonnement. Il veut vraiment faire comprendre à Kawaki qu'il est dans une famille. Il est dans une famille que Kawaki n'a pas eue. Et pour terminer, après ça on a le fameux Kashin Koji et Delta qui sont au bord de Konoha et qui s'apprêtent à rentrer dans Konoha. Le truc qui est le plus important, c'est qu'il lui explique qu'il y a le clan Yamanaka qui détecte les chakras qui entrent et qui sortent, etc. Et ça m'a fait réfléchir. Donc écoutez bien, il dit autrefois, il y avait un clan Yamanaka qui contrôlait les entrées-sorties, etc. Pourquoi a-t-il utilisé ce terme autrefois? Vous allez me dire oui, mais c'est du détail. Mais c'est un détail qui a son importance. Pourquoi? Parce que il a dit autrefois comme si qu'il n'y était pas retourné depuis très longtemps. La deuxième chose, c'est que pourquoi il y serait pas retourné depuis très longtemps alors que finalement dans la chronologie de Boruto, dans les épisodes d'animation qui se passent avant les chapitres, mais pas très longtemps, mais quelques temps avant les chapitres, on sait que Kashin Koji est intervenu et a intercepté Katasuke dans son laboratoire à Katasuke. Donc ça veut dire que Kashin Koji était déjà revenu à Konoha. Donc pourquoi il aurait dit à Delta, pourquoi aurait-il menti finalement à Delta en lui disant autrefois avant il y avait cette unité là, alors qu'en fait il aurait très bien pu dire la dernière fois je suis entré parce que je suis lié à Konoha. Pourquoi cacher l'information à Kara qu'il est lié à Konoha? Moi je pense que Kara savent pertinemment qu'il est lié à Konoha, même si Kara ne sait pas que Kashin Koji est lié à Konoha, Kashin Koji n'aurait aucune raison de mentir et de dire qu'il n'était pas venu au moment de l'examen. Normalement, il aurait dû dire à Delta, quand je suis venu au moment de l'examen, je n'ai pas été repéré. C'est exactement ça qu'il aurait dû dire. Donc pourquoi il a parlé du passé en cachant ses origines, en cachant le fait qu'il était déjà venu? Et ben moi j'ai ma petite idée par rapport à ça. Du coup, Kashin Koji dit à Delta qu'il y a l'unité de détection, reste là, moi je vais y aller. Il passe la fameuse porte et il n'est pas détecté. Donc ça veut dire que Kashin Koji, son chakra est lié à celui de Konoha. Donc ça veut dire que Kashin Koji, son chakra est enregistré, ça veut dire donc du coup qu'il a déjà été shinobi à Konoha ou tout du moins il a déjà été à Konoha, donc il est peut-être même originaire de Konoha. Et moi j'ai ma petite idée par rapport à ça. Pour moi Kashin Koji n'est pas Jiraiya comme je l'ai déjà dit, tout du moins j'ai pas envie qu'il le soit, et je pense que s'il est lié à Konoha et qu'il a déjà été à Konoha pendant l'animé, et ben je pense que c'est lui qui a fait tomber l'aéronef. C'est lui qui a volontairement fait tomber l'aéronef. Pour moi Kashin Koji joue un double jeu avec Kara. Je pense qu'il a son propre intérêt personnel, mais qu'il joue un double jeu, que c'est un infiltré de Kara. En tout cas moi ce n'est qu'un avis, je suis encore en train de travailler dessus par rapport à une éventuelle hypothèse ou théorie dessus, mais pour moi, s'il n'a pas été honnête avec Delta, c'est qu'il n'est pas honnête avec Kara. Moi je pense vraiment que Kashin Koji joue un double jeu. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans les paroles qu'il a dit, et si tu suis la chronologie des événements, il y a quelque chose qui ne va pas avec le personnage de Kashin Koji dans l'organisation Kara. Je pense qu'il fait il a une espèce de facette devant les personnages de Kara. Je pense même que c'est lui qui a volontairement fait tomber l'aéronef pour éliminer le vieux et en même temps permettre à Konoha d'obtenir des informations. Et le fait qu'il ait menti comme ça à Delta, il y a quelque chose pour moi qui ne sonne pas, qui ne va pas avec le personnage de Kashin Koji. Donc voilà, je vous ai donné mon avis comme ça par rapport à Kashin Koji. J'espère que cette petite review vous a plu. Je vais essayer par la suite de développer un petit peu plus d'autres choses concernant les chapitres, ce que je pense plus globalement de Boruto et notamment au niveau de l'organisation avec Kara, etc. et de ce qui pourrait se passer éventuellement dans le futur. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.